Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Depuis la dernière fois, vous avez pu rassembler vos affaires, vous avez acheté quelques provisions et vous vous êtes retrouvés à l'aube au pied du chemin brûlé afin d'entamer votre voyage. Votre destination, les forteresses de Péripertus et Quéribus au nord-est de Perpignan. Au nord-ouest. Mais avant ça, de nombreuses escales vont venir interférer lors de votre chemin. Vous laissez donc le bruit de la mer ainsi que des mouettes disparaître au loin pour laisser place à celui des sauterelles et des criquets, l'ambiance humide et sombre des marais, en vous dirigeant dans la direction de Bayonne, puis de Montpellier, et enfin de Perpignan. Ce trajet, vous auriez pu le faire de manière plus rapide en coupant par la mer. Mais vous avez décidé de faire le grand tour à pied pour pouvoir avoir droit à quelques escales, notamment la première au niveau de la caverne de l'ours Heisenberg. Avant ça, j'aimerais revenir, tandis que vous êtes en train de marcher, de traverser, de revenir un petit peu sur votre départ et que vous me disiez, les uns après les autres, une chose que vous avez fait avant de partir. Avec qui est-ce que vous êtes parti? Qu'est-ce que vous avez emporté, si vous avez emporté des choses particulières? Et nous terminerons évidemment par Torik et son entrevue avec Hamza, qui est pour l'instant inconnu de tous. Je profiterai également de ce voyage pour, au niveau de vos personnages, leur laisser se poser, profiter des heures et des journées de marche afin de réfléchir, faire le point sur qui ils sont, sur ce qu'ils vont devenir et sur ce qu'ils souhaitent devenir, mais également sur leurs faiblesses. Ainsi, vous allez pouvoir augmenter certaines de vos compétences de votre choix, de 1 cran. Cela prendra effet au début de la prochaine session. Je considère que vous avez désormais acquis le fruit des différents efforts et des différents travaux sur vous-même que vous avez pu effectuer ces derniers mois. En effet, le nom du méchant, c'est Eisenhower et pas Heisenberg, autant pour moi. J'ai lu trop rapidement mes notes. Dommage, on aurait pu caler quelques rêves sympas, mais bon, honnêtement. Ok, qui veut commencer pour m'expliquer un petit peu les dernières choses qu'il ou elle a faites avant de partir?
Et je dis il ou elle, mais en fait actuellement nous n'avons plus que des hommes et non binaires au sein du groupe, étant donné que Mokosh se trouve entre la vie et la mort et que Flux on sait toujours pas. Qui veut commencer? Jacquard, après cette mésaventure qui est une espèce de Gog tué, a caché une infime partie du butin et allait acheter des bourgeons de brûlure. Il a emporté avec lui. Voilà. Ok. Complète, Tu allais commercer avec une apocalyptique des terres putain avant de partir. Tu t'es baladé dans ces petites ruelles sombres et à l'intérieur de l'obscurité de l'une d'entre elles, tu as fait commerce avec une certaine Béa qui t'a fourni les bourgeons que tu souhaitais pour un prix relativement raisonnable. Enfin, ça c'est ce que tu penses. Ok. De ton côté, Lito. De mon côté, je pense que j'ai simplement préparé la sacristie rouge à mon départ, c'est-à-dire que j'ai bien confirmé à Dali qu'elle allait devoir continuer à s'occuper de l'orphelinat, d'essayer de faire des plantations avec les gamins, ce genre de choses, et de confier la sécurité de la sacristie même à Gérard, mon acolyte donc. Je l'ai laissé en compagnie des deux gamins. Alors, quel était leur nom déjà? C'était Bastien et Karch. C'est ça. Voilà. Qui continuent leur entraînement, qui les fassent participer aux rondes et ce genre de choses. Histoire que des liens se tissent entre tout le monde. Et pour ma part, je pense que j'ai sûrement amené Lilith avec nous de toute manière, parce que c'est notre mascotte. Est-ce que vous avez utilisé la moto de Mokosh ou du coup je ne pense pas? Alors, je sais pas comment dire ça, moi. Je suis un vieux de la vieille, moi. Ok. De ton côté, Jacquard. Il a dit déjà, Jacquard. Oui, Jacquard, oui, pardon, Flux. Ok, moi, évidemment, je pars sur tout ce qui est préparation à mon départ au niveau de Saint-Chenil, faire en sorte que la zone continue de tourner. En plus de ça, normalement, les travaux pour mon atelier devraient avoir commencé, donc ouais, je check up un peu tout, je suis en mode bon, bah on va laisser le temps au temps. De mon côté, je pense que mon équipement habituel, devrait suffire, ce que j'ai sur moi. Je fais un petit check-up habituel de vérifier que mon codeur est toujours en bon état, que voilà, tous ces trucs-là, que bon, finalement que ma tenue me lâche pas au pire des moments. Mais si celle-ci est aussi efficace que d'habitude, je pense pas, je vais prendre vraiment beaucoup plus d'autres choses. Je regarde un peu si on avait des trucs, mais il me semble que ça va. Non, ouais. Ça va être surtout être là-dessus, moi, que ça va se jouer. Surtout vérifier le matériel, surtout que, enfin, qu'il soit prêt pour le voyage, les différents lieux qu'on va pouvoir visiter. Ok, super. Et enfin, nous allons pouvoir passer à la soirée de Torik. Torik, tu as profité de cette soirée pour te rendre au palais de Hamza. Oui, effectivement. Le palais, pour rappel, domine complètement la ville. Alors que tu arrives à son pied, alors que tu es arrivé hier soir à son pied, tu as réalisé sur le coup à quel point est-ce qu'il était grand et que depuis les petits quartiers, on avait tendance à malgré tout sous-estimer sa taille colossale. Les murs sont gigantesques.
Lorsque les gardes t'escortent à l'intérieur, après que tu aies donné ton nom, que tu aies confirmé ton identité, tu découvres toutes ces ailes, ces pièces. Avant, tu es passé évidemment par le jardin, avec des arbres et buissons exotiques, de tout type. À l'intérieur du palais, tu pénètres au sein d'immenses halls et couloirs, constitués de dalles de marbre qui ont été pillées dans différents pays. Tu reconnais un petit peu l'architecture de Purgaré à certains endroits. Tu découvres évidemment également, redécouvres, puisque vous étiez déjà rendu ici, des tissus qui sont accrochés au niveau des fenêtres, des portes sculptées ornées de reliefs représentant l'arbre généalogique de Hamza, ses différents ancêtres notamment, ainsi que des fils d'argent torsadés, accrochés en haut de au niveau de certains toits, de certains plafonds, et qui servent à l'intérieur de petites cages à abriter des oiseaux qu'ils ont dû capturer ou même qu'ils ont ramenés de contrées lointaines. Tu arrives au niveau d'un endroit un petit peu particulier, un bâtiment annexe qui normalement semble plus ou moins servir à recevoir des invités. Visiblement, on ne veut pas forcément te faire passer par le coin principal en vue de tous, au niveau de la cour, mais on tient à ce que ça reste discret. D'accord. Tu t'installes donc au niveau d'un canapé assis sur quelques coussins, fort confortable. On te sert une tasse de thé. Et sur un plateau, des serviteurs t'apportent des loukoums. Ainsi que de l'eau de rose. C'est bien par ici. Je remarque que, évidemment, c'est très propre, donc je suis ravi. Évidemment, c'est c'est peut-être une impeccable. première fois que je vois un truc aussi propre depuis très longtemps. Donc j'apprécie énormément. Au bout d'un moment, l'un des serviteurs, l'un des conseillers de Hamza, ou en tout cas l'un de ses scribes plutôt, vient te voir et te fait Tariq Call. Vous avez demandé une audience avec notre cher Hamza Aboubakar III. Effectivement. Nous vous prions de patienter un petit peu, celui-ci viendra s'entretenir avec vous d'ici peu. D'accord. Je me restaure. Lui se met dans le coin de la pièce, un petit peu comme s'il se faisait un peu avaler par les murs de cette dernière, comme s'il n'était pas là. Tu as des gardes évidemment à toutes les portes, et tout ton équipement, toutes tes armes ont été récupérées et déposées sur la table juste à côté. Elles n'ont pas été confisquées ni réquisitionnées, mais bon voilà, évidemment, c'est normal. On ne présente pas un homme armé devant Hamza Aboubakar III. Il n'y a pas de problème. Au bout de quelques minutes, tu entends des bruits de pas assurés au niveau du couloir principal. Ces derniers résonnent complètement à l'intérieur du bâtiment, comme des échos, et parviennent jusqu'à tes oreilles de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'enfin, la silhouette de ce dernier apparaisse. Hamza Aboubakar III se tient droit devant toi, accompagné de ses plus fidèles fléaux, son escorte personnelle, qui le congédie d'un geste de la main. Ces derniers s'écartent de quelques mètres et créent une espèce d'ambiance un petit peu intimiste entre vous deux. D'accord. Parfait. Tu vois, il est très bien habillé, de longs vêtements, des tissus blancs impeccables, sans la moindre tache. Évidemment, orné de quelques dorures et de motifs. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que, de souvenir, il a un titre précis ou pas du tout? Enfin, genre, on l'appelle Hamza, mais genre, c'est souverain, c'est quoi? Son titre... C'est une bonne question, tu pourrais en trouver plusieurs.
On peut considérer que C'est c'est une le... Altesse, quoi. C'est l'Altesse Oui, c'est ça, Hamza. c'est exactement ce que j'allais dire, c'est votre Altesse Hamza. Bah, quand il arrive et que voilà, donc déjà je mets un genou à terre et je fais l'espèce de salutation avec le regard au sol et je lui dis merci beaucoup votre Altesse Hamza de bien vouloir me recevoir dans votre palais. C'est un grand honneur pour moi de vous revoir encore une fois. Eh bien, après tout, je vous avais chargé d'une mission. Et j'ai cru comprendre que cette dernière avait abouti. Qu'en est-il de ces lettres de change impures qui parsèment et empoisonnent ma ville? Alors là, je regarde discrètement un peu à droite à gauche et est-ce que je peux noter que on est quand même assez loin des autres qui pourraient nous entendre? Est-ce que on peut dire que notre conversation va être couverte ou il pourrait y avoir des oreilles qui puissent nous entendre? Alors, au début, non. Mais sentant que tu souhaites voilà, pouvoir discuter tranquillement, ce dernier se dirige au niveau du petit balcon. Enfin, c'est plus une petite terrasse qui était installée, même si vous êtes légèrement en hauteur. Du haut duquel il contemple un petit peu les jardins ainsi que le reste du palais. Un petit peu, il contemple ce qu'il a accompli de manière assez fière. Et tu peux l'y rejoindre. Alors, à cet endroit, si vous parlez un petit peu bas, en effet, ça reste un peu entre vous. Malgré tout, c'est pas comme si vous étiez complètement isolé. Il a pleinement confiance en ses serviteurs et leur présence. Ouais. D'accord. Eh bien, je me rapproche de sa position sur le balcon et je lui dis de manière assez basse, Votre Altesse, je suis venu ici pour m'entretenir de quelque chose qui est de la plus grande importance et qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour vous et pour nous également. Je vous écoute. Je prends énormément... Sachez que je prends énormément de risques à vous dévoiler ce que je vais vous dire et que la vie d'un de mes camarades, d'un de mes amis est menacée de toute manière. Il s'avère que lors de notre enquête sur ces fameuses lettres de change, nous avons eu l'occasion de filer des gens de la ville qui alors c'était des anabaptistes, c'est ça? Je me rappelle plus. C'était des anabaptistes qu'on a butés. Oui. Non. Si ceux qui étaient ceux qui ont brûlé dans la maison. C'est ça. Nous pensions avoir une vraie piste et nous avons suivi des gens et il s'est avéré que ces gens se sont retournés contre nous. S'en est suivi un combat assez meurtrier et certains de vos hommes qui sont intervenus aussi sont morts malheureusement. Et l'une de mes camarades que vous avez rencontrée déjà par le passé, Mokosh, a été grièvement blessée. On ne donnait pas cher de sa vie. Et c'est là que une personne que vous devez bien connaître, et là je dis vraiment tout ça de façon très basse, Bayou, ça vous dit quelque chose? A priori c'est un de vos conseillers. Oui, bien sûr. Eh bien... Un de mes proches collaborateurs. Il s'est proposé de la sauver, mais en utilisant un procédé que lui seul connaît et qui est, je crois, quelque chose d'assez rare chez vous, de la peau d'immune. À ce moment-là, Hamza marque une pause. Jusque-là, il écoutait ce que tu disais sans plus y prêter attention, mais là, d'un coup, tu vois un changement d'expression net au niveau de son visage. Lui qui avait l'air si calme et si serein,
change complètement d'expression. Il fait signe à son scribe et lui demande de faire venir Néphraïm. Et quelques instants plus tard, vous êtes rejoint par un Anubien. Un autre Anubien, dans le style de Bayou, mais bien mieux, rangé. Ce dernier a des espèces de grandes tresses noires au niveau du visage, ainsi que des peintures. Un visage assez fort, assez marqué. Il doit avoir dans la trentaine/quarantaine d'années. Et habillé avec des vêtements un petit peu presque religieux, un petit peu de quelque chose qui tourne presque vraiment beaucoup autour du culte. Presque de l'alchimiste. Et il a une expression assez sûre de lui. Qu'y a-t-il ? Hamza, à ce moment-là, fait signe aux gardes de quitter la pièce. Complètement. Au fléau. Les fléaux s'en vont. Torik est l'un de nos hommes, l'une des personnes que nous avons engagées. Il fait partie des yeux et des oreilles que nous avons en ville. Il me dit que Bayou a utilisé le savoir de la peau des mutes sur une anabaptiste. À ce moment-là, Néphraïm affiche le même genre d'expression. C'est impossible, Bayou ne pourrait pas avoir accès à un tel savoir. Il n'a pas connaissance du rituel. Vos accusations sont très graves, hospitalier. Vous savez que nous connaissons Bayou depuis des années maintenant. Écoutez, vous vous rendez compte que votre parole ne vaut rien comparée à la sienne. Écoutez, j'ai bien conscience de ça, et quel serait mon intérêt de venir vous voir et vous annoncer de telles choses, sachant que pour vous, je ne suis rien. La seule chose est que je ne connaissais absolument pas ce rituel avant que Bayou ne m'en parle. Je suis un hospitalier, nous avons des méthodes pour soigner les gens qui sont totalement différentes des vôtres. Et je dois dire que il est vrai que mon savoir en tant qu'hospitalier se limitait. Je ne pouvais pas, dans l'état, je ne pouvais pas la sauver. Et j'ai accepté, enfin nous avons accepté qu'il fasse ce fameux rituel sur notre amie, car c'était la seule solution pour qu'elle puisse être en vie. Il Pour nous quelle a... raison venez-vous nous confesser cela? Eh bien, c'est une raison encore plus grave. J'ai bien vu que pour vous, c'était déjà quelque chose de grave en soi, mais ce que je vous apprête à vous dire l'est encore plus. Il s'avère que, en échange de ce soin qu'il fait, il nous a bien dit que on ne saurait qu'au bout d'un mois si les soins allaient être efficaces ou non. Nous n'allons pas, il n'y a pas 100% de chance qu'elle s'en sorte, bien évidemment. Mais qu'en échange de ce soin, il nous a demandé de faire quelque chose pour lui. Et il a scellé cette chose. Nous avons été obligés, peut-être contraints, forcés, d'accepter pour essayer de sauver notre ami. Il nous a demandé de faire en sorte... Et là, j'ai un air grave, je suis vachement... je suis pas bien de le dire, mais il veut Toulon. Comment ça Il veut votre place, Altesse Hamza. À ce moment-là, Néphraïm s'emporte, il t'attrape par le col, il te dit « Comment osez-vous parler de la sorte ?» Je regarde dans les yeux et je dis... Quel serait mon intérêt de vous dire une telle chose et de venir devant vous, vous dire cela? Je ne suis rien ici. La seule chose, c'est que cet homme est fou. Cet homme n'a pas d'honneur. Il nous assure qu'il fera en sorte de nous donner
de ceci, cela, ou plein de choses par rapport à ce qu'on veut, mais je connais ce regard. Je sais que ce sont des gens sans parole et que il n'est pas aussi sage que vous l'êtes, Hamza. J'ai bien vu que vous êtes un dirigeant qui se soucie de la cohésion de la ville, et avec ce Bayou, je pense que Toulon va être mis à feu et à sang. C'est pour ça que je Lâche fais le ce choix. Nifraim. Je suis le seul à avoir pris cette décision. Mes camarades n'en savent rien. Lâche-le, laisse-le parler. À ce moment-là, Hamza se retourne à nouveau face à son petit balcon, sa petite terrasse. Et il contemple à nouveau tout ce qu'il a bâti. Et te dit... vous savez, mon père est mort lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais très jeune même. J'ai hérité de ses richesses qui m'ont permis par la suite d'avoir accès à différentes études là-bas à Touloni. Ma famille à ce moment-là était relativement divisée. Malgré tout, je suis quelqu'un qui a toujours été à part. Sachez-le, je n'étais pas un bon étudiant. J'ai très rapidement compris que l'université n'était pas pour moi. Alors j'ai décidé d'abandonner cette dernière, ainsi que les différents travails comme scribe que j'ai pu faire après. Je n'ai jamais aimé qu'il y ait quelqu'un ou qui que ce soit au-dessus de moi. Je n'ai jamais été fan des professeurs ou des mentors. Ils ne sont pas bons pour les gens tels que moi. Non. Je savais ce que je voulais, et ce que j'ai, il est là actuellement, sous vos yeux. Et vous savez quel a été mon secret? Grâce à quoi est-ce que j'ai pu accomplir tout cela? Non. La famille. J'ai pu réunir toute cette famille qui avait été dispersée. Nifraim, que vous voyez ici, est mon demi-frère. Mais ce n'est pas tout. Il y a également mon cousin, ma demi-sœur, et d'autres membres de ma famille. Tous se trouvent ici, à des postes de responsabilité. Bayou fait partie des leurs. Il est le demi-cousin par alliance issu du mariage d'un demi-frère. Alors certes, il ne fait pas partie des branches les plus fortes reliées à l'arbre que je représente, mais il n'empêche que ce dernier en fait bien partie. L'accuser de trahison tel que vous le faites est quelque chose de très grave. De plus, vous dites qu'il utilise un rituel dont il n'a pas connaissance. Son rang n'est pas assez élevé pour cela. Alors, sauf si ce dernier a volé le secret de la peau d'Imute, je ne vois pas comment est-ce que ce que vous pourriez dire est vrai. Écoutez, je n'avais pas connaissance, comme je vous l'ai dit, de ce rituel avant qu'on m'en parle. Et quel serait honnêtement mon intérêt, moi seul, alors que je ne représente rien pour vous, de venir vous voir et de vous dire une telle chose. J'ai bien conscience que enfin, vous pouvez imaginer que je vous raconte des mensonges, mais c'est hélas le cas. D'ailleurs, pour sceller cet accord entre nous, Bayou a tenu à ce que mon camarade Jacquard arbore un tatouage sur le visage pour que si jamais on venait à le trahir, eh bien des assassins puissent le retrouver et le tuer. C'est une deuxième garantie qu'il a voulu mettre de son côté. Honnêtement,
je n'ai aucun intérêt à que ce soit vous ou Bayou qui soit à la tête de Toulon. Pour moi, ça ne change absolument rien. Seulement, je vois que cette personne est dangereuse pour l'ensemble des gens de la ville de Toulon et je pense même pour votre peuple. C'est pour ça que, pour vous avoir rencontré une fois, je me suis dit qu'il fallait mieux que ce soit vous plutôt que lui. Maintenant, libre à vous de penser que je vous mens. Si vous voulez, nous avons accepté. Mais je peux tout à fait faire en sorte de jouer dans son jeu et essayer de vous ramener des preuves ou que vous, de votre côté, vous faisiez une enquête. Si vous voyez très vite que je vous ai raconté des mensonges, eh bien, vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Mais s'il s'avère que j'avais raison et que Bayou en veut vraiment à votre trône, eh bien, voilà, vous le savez maintenant. Hmm. À ce moment-là, Ephraim regarde Hamza et il dit un tatouage, ça leur ressemble bien, c'est technique habituelle. En effet, ça me rappelle lorsqu'il avait négocié un enfant avec la femme d'un de ses rivales pour sceller un accord commercial. Il aime bien quand les choses sont inscrites dans la chair et indélébiles. Voilà, en tout cas, voilà, sachez que je prends un risque, je mets ma vie, mais celle de mes camarades en jeu, et je le fais pour vous, Altesse Hamza. À ce moment-là, Hamza appelle son scribe. Fais venir Ayubu. Vous allez encore discuter pendant de longues minutes, jusqu'à ce que Ayubu, le chef des fléaux, n'entre à son tour dans la pièce. Ayubu, avec Nephraim, vous allez descendre au niveau du laboratoire de Bayou et saisir tout ce qui s'y trouve. Nous irons toquer à sa porte demain matin avant le lever du soleil. Nous le surprendrons dans son sommeil. Votre Altesse, puis-je vous demander une faveur? Est-ce que il serait possible, malgré tout, de faire en sorte que votre rituel sur la polymute qui a été pratiqué sur mon ami Mokosh soit amené à son terme pour lui donner une chance de s'en tirer, de vivre, et que mon camarade et ami Jacquard puisse par la suite, s'il est découvert que Bayou fomentait bien quelque chose contre vous, puisse être protégé, voire qu'on puisse lui enlever ce tatouage pour que sa vie soit épargnée. À ce moment-là, il commence à rigoler. Et Nephraim te regarde et reprend la parole. Je suis sincèrement désolé pour vous, mais votre amie est morte. Il n'y a aucune chance pour que Bayou puisse effectuer le rituel de la Podimute. Alors nous ne récupérons que des os. Probablement enterrés dans un jardin. Je ne pense même pas qu'il ait essayé quoi que ce soit. Je suis désolé, mais vous vous êtes fait avoir. Écoutez, Et ça, c'est si vous nous avez dit la vérité. Parce que si jamais vous nous avez menti, nous vous reviendrons vous voir. De toute façon, nous savons où est-ce que vous logez. Soit. Mais si jamais il t'avérait qu'il a réellement volé le savoir de la Podimute et que vous tombez par le plus grand des hasards sur ce rituel et qu'il a été fait et que il fonctionne, s'il vous plaît, amenez-le à terme. Je vous en prie. Je pense que nous nous reverrons au procès, Toric. Et j'espère pour vous que si ce que vous dites est vrai, et que Bayou est bel et bien impliqué dans un complot
visant à destituer Hamza Aboubacar III de son statut. J'espère alors que vous aussi, vous êtes aussi blanc et pur que la toge de notre souverain puisse être. Auquel cas vous risqueriez de finir par subir la même sentence que ce dernier, vous et tous les gens que vous avez pu fréquenter ces 6 derniers mois. Je mets un genou en terre, au sol, et je dis je vous remercie, Votre Altesse. Sachez que la vérité sera révélée. Je n'ai pas de doute là-dessus. Et là-dessus, nous allons reprendre au sein même des marais. Vous avez suivi les indications des frères de l'acier. Vous vous êtes perdu au sein des marais en suivant la piste qu'ils vous avaient notée sur une carte. Durant ce trajet, vous avez pu trouver Torik, un peu différent de d'habitude. Peut-être un peu moins là, un peu plus ailleurs. Mais vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de lui poser la question pour le moment. Vous finissez par découvrir l'entrée de ce qui semble être une grotte, aménagée, à en croire les différents morceaux de ferraille et bois, et arbres coupés, éparpillés un peu tout autour. Qu'est-ce que vous faites? Il semblerait que nous soyons arrivés à notre première étape. Ouais. C'est ça. Du coup, on en fait quoi? On le bute ou on le torture? Aucun des deux, on avait dit. Hein. Je sais plus. Alors, je te rappelle qu'on avait dit aucun des deux. Commençons déjà par échanger quelques paroles entre différents êtres humains. On Je peut pense faire que ça. c'est une bonne introduction. Mais après, son but on le torture? Aucun des deux. Cela dépendra de sa manière de coopérer. Ah, non, mais surtout qu'il n'y a aucun intérêt. Il a des savoirs qu'on n'a pas. Enfin, genre, c'est totalement stupide s'il lui arrive quoi que ce soit. On est perdant. C'est un faussaire. Ouais. Et donc? Non. Je sais on est face à quelqu'un qui a réussi à déjouer la technologie des chroniqueurs. Je pense qu'on est face à quelqu'un où ce serait une grande perte de s'en débarrasser sans vraiment connaître ce qu'il en est. Donc non, je ne pense pas que ce soit intéressant de s'en prendre à lui physiquement. Je suis D'accord, d'accord. ça marche. Donc nous pouvons passer par des bons termes. Nous privilégierons cette... Oui, bah, je rappelle piste. qu'il nous a été prévenu que c'est quelqu'un de visiblement très désagréable, que c'est un ermite qui n'aime pas les gens. Donc évidemment que ça va pas se passer en de bons termes. C'est pour ça que j'insiste déjà pour que Ça sera pris en non. compte. Non mais Bon, je sais pas pourquoi des fois je me commence à travaille des taper sur les brutes trucs comme en vous. ferraille. Oui, Tape sur ce truc bon, en sinon, ferraille. on a un chroniqueur avec nous, il va s'en changer. Allez. Bah, du coup, je m'approche de l'entrée et je commence à taper de mon poing sur le truc en ferraille, histoire d'indiquer notre présence. La porte te tombe. Tu tapes du poing au niveau de la porte. Et tu n'as pas de réponse. Enfin, au niveau de la porte, oui. On a plus des tôles qui gênent le passage, mais ça fait office. Très bien. Bon, qui c'est qui va? Vas-y, Moi. Lito. Ouh, bon, Non, allez, j'y vas-y. vais. Vas-y, Flux, vas-y. Eh bien, je rentre. Ok, tu rentres à l'intérieur et tu découvres un tunnel creusé à même cette caverne, recouvert de charbon, de pierres humides,
avec des moucherons qui revirevoltent et des moustiques un petit peu dans l'air. Aucun signe de vie. Tu décides de t'aventurer au Ouais, sein de ce déjà, domaine. j'allume ma tenue au maximum, histoire de, quoi qu'il arrive, garder une bonne vision de Très ce bien. qui se passe. Fais-moi un test d'instinct perception alors. Oui, Ok, donc 2 réussites de déclencheur. Enfin, de déclencheur. très bien. C'est pas incroyable, mais au moment où tu allumes ton armure, tu Sur 3D, réalises c'est quand pas mal. même un fil tendu en plein milieu du passage, relié à une espèce d'arme à feu incrustée au sein même du mur. Je fais un pas en arrière, j'essaie de retourner un peu au niveau de l'entrée. Je veux sortir ma tête de là et faire. Bon, visiblement, il a piégé les lieux. Donc, je continue d'insister que il va pas être très agréable et amical, hein. Ce sera pris en compte. Je te déteste. Bon, j'y retourne. Et du coup, maintenant, je veux, plus qu'avancer, je veux véritablement être très, très, très attentif, vraiment, au moindre détail. C'est-à-dire qu'avant de poser le pied quelque part, je veux bien voir où je le pose, etc. Parce que s'il y en a un, il peut en avoir d'autres de pièges et j'ai pas envie de Refais-moi un mourir. test d'instinct perception. Est-ce que cette fois-ci Ok, tu dépenses de l'ego? j'ai tous mes points d'ego là? C'est à Alors droite, à gauche, c'est ça actuellement que. tu as... Ouais, tu as tous tes points d'ego, et tous tes points de vie, et tous tes traumatismes, et tu n'as aucun point de force. J'utilise. C'est un personnage en parfait état, contrairement C'est aux autres. normal, hein. C'est normal. Puisque tu es On arrivé appelle après ça. coup, donc voilà. Non, non, c'est parce que je suis une divinité que je me régénère plus facilement. Euh, du coup, euh, ouais, j'utilise un point d'ego. Je le Donc, déduis je lance 4D. de ton petit récap sur le million. 3 réussites, mais pas de déclencheur cette fois. Très bien. Au sol, tu finiras par apercevoir des mines qui ont été installées et amorcées le long du passage, et tu fais attention de les esquiver, les unes après les autres, et de trouver le chemin à prendre. Si les autres membres du groupe te suivent, tu peux leur indiquer et je peux les faire passer sans test. Tu leur dis simplement où se trouvent les endroits en question. Est-ce que les autres membres du groupe me suivent du coup? Je pense que pour ta sécurité, c'est mieux qu'on te suive, mais qu'une fois qu'on arrivera vraiment à portée du monsieur, on te laisse faire. C'est Ok. ça. Bon, bah, suivez-moi. Bah alors, non, marche pas là du coup. Fais attention. Ah. À gauche. Ouais, voilà, à droite. Voilà, là, ici. Voilà. Faites-moi tous des tests de perception. Sauf Efflux. Je n'avais pas vu, mais il y a encore plus de mines. Et une fois sur deux, je vous fais marcher dessus. Et J'ai fait 3 réussites dont un déclencheur. 2 réussites, dont un déclencheur. Ok. Alors, attends, moi. 3 réussites, dont un déclencheur. Ok. Jacquard et Toric, alors que vous vous déplacez, d'un seul coup, vous vous focalisez tous les deux sur un même aspect, au niveau du mur. Au niveau d'une espèce de trou au sein de ce dernier, évidemment, le truc a été grignoté de tous les côtés. Vous avez eu l'espace d'un instant l'impression qu'il y avait, à l'intérieur de l'un de ces trous, un œil ouvert en train de vous espionner. Vous continuez d'avancer. Et de ton côté, Flux, tu arrives au niveau d'une porte en bois, autour de laquelle les murs de la caverne se referment. Il s'agit donc du seul passage. Ces derniers est même plus posé là que vraiment fonctionnel. Elle sert a priori plus à couper l'accès, plus qu'à avoir vraiment une fonction, on va dire, de confort ou de praticité. J'imagine que tu l'observes un peu avant d'interagir avec elle pour vérifier qu'il n'y ait Oui. pas de piège, et il n'y a rien. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas de truc.
Bah, dans ce cas, j'y vais, je tente, je veux interagir doucement. Je suis très prudent quand même dans mes mouvements. Tu ne l'ouvres pas, tu es obligé de la déplacer, donc tu la soulèves. Tu traverses et tu la reposes derrière toi. Mais en fait, c'est plus une grande planche en bois qui bloquait l'accès. Ok, ouais. Ok. Et au moment où tu te retournes, tu sens la sensation du canon d'un fusil à pompe, probablement, posé à l'arrière, enfin contre ton crâne directement. Et juste devant toi, tu entends, enfin tu vois légèrement la lueur comme un feu qui crépite à l'intérieur de la caverne et qui laisserait entreapercevoir un peu en contre-lumière une énorme silhouette tenant le dit fusil. Ainsi que 2 yeux brillés au milieu de toute cette obscurité. Qu'est-ce que tu fais? Eisenhower. Donnez-moi une bonne raison de pas éparpiller votre misérable tête de chroniqueur et de repeindre les murs de cette caverne avec votre sang. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Eh bien, moi non plus, je ne comptais pas réellement vous faire perdre beaucoup de temps, j'avais juste besoin de discuter un peu avec vous parce que j'ai eu oui dire de votre intelligence, parce que je suis au courant de une machine qu'on a avec nous normalement, il me semble, non? Je sais plus. On avait dit qu'on la prenait ou pas? Vous avez le droit de me Petite dire que vous aparté. l'avez prise avec vous. Je me souviens de cette conversation, mais je sais plus ce qu'on avait conclu. Non mais On même la par prenait avec de nous? manière rétroactive, vous avez le droit Oui, de me oui. dire on avait pris ça avant de partir. C'est une grosse machine, je me souviens plus à quoi ça ressemble. Non, c'est pas énorme, c'est... Bon, j'imagine qu'on a pu le prendre alors si c'est pas énorme. Bah, Ok. de toute façon, c'est Flux qui décide, nous. Ok. Sachant que pour rappel, vous avez des chevaux. Donc... Du coup, à propos d'une fameuse machine à imprimer des billets que nous avons ici même. Combien êtes-vous? Seulement 4. Nous ne sommes pas venus dans des intentions mauvaises, nous avons d'autres choses à faire, vous êtes juste un point d'intérêt sur notre travail. Ainsi donc vous me mentez. Je vous ai compté. Oui. Vous êtes 5. T'entends le cliquetis de l'arme qui s'enclenche. Et tu vois son doigt commencer à presser la détente. Pardon, je voulais dire 4 autres personnes avec moi. Excusez-moi. Le doigt relâche légèrement. T'entends une espèce de râle comme un grognement. Bon. Vous pouvez entrer. De toute façon, si vous tentez quoi que ce soit, je vous briserai la nuque à vous 5 avant que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Oui, puis de toute façon, vu l'entrée, je pense qu'on sait où on met les pieds. Tu te sens assez intimidé quand même. Son regard a l'air extrêmement perçant. Et alors qu'il commence à se rapprocher du feu et qu'il fait signe aux autres de vous suivre, qu'il jette une bûche à l'intérieur de celui-là. D'ailleurs, tu vois que la fumée semble ensuite s'infiltrer dans un trou au niveau du plafond de la caverne. Tu ne sais pas jusqu'où est-ce que ça donne. Tu distingues un peu mieux sa silhouette. Il a un grand manteau en fourrure de Gendos, très probablement. Il a une énorme tête, un crâne chauve, rasé complètement, même les sourcils, ou quasiment, en tout cas entièrement, qui va ensuite lui-même donner jusqu'à un masque qu'il s'est positionné au niveau du bas de la mâchoire. Mais ce que tu remarques, c'est que son front est vraiment protubérant. Tu entends également lorsqu'il parle un faible grésillement s'échapper de la fameuse protection d'espèce de masque métallique qu'il a au niveau de la bouche.
Ce qui lui fait une voix légèrement déformée, un peu comme la tienne, avec un côté moins... comment dire moins micro, moins radio quand même. Quelque chose que tu remarques également, c'est sa carrure. Il est colossal. Mais quand je dis colossal, le type est un géant. Il a un dos énorme derrière lequel on pourrait cacher facilement 2 à 3 personnes parmi vous. Il a les bras nus qui apparaissent derrière son manteau en cuir. Et vous autres, ça vous le voyez aussi, lorsque vous vous approchez, vous êtes face à un géant qui habite dans sa caverne. Il est baraqué, mais vous avez jamais vu ça. Même le plus fort commandant helvétique de la forteresse alpine fait pas le figure à côté. Au point même où certains d'entre vous se demandent si ce type est 100% humain, ou si sa mère était une espèce d'ours des montagnes qui, par on ne sait quelle abomination, aurait donné naissance à une créature humanoïde. Ça a l'air également d'être une boule de colère et de violence prêt à massacrer n'importe lequel d'entre vous. Vous vous dites qu'au moindre, la moindre phrase qui pourrait lui déplaire, vous pourriez bien ne jamais quitter la caverne dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Vous êtes installé autour du feu qu'il avait fait. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y. Eh bien, voyez-vous, comme je vous l'ai dit, nous avons ouï dire de vos talents. Et pour être plutôt honnête, il semblerait que nous aurions besoin, nous aussi, d'une machine ainsi. Et c'est pas pour rien que nous avons ramené celle-ci, c'est que pense, si peu importe quel est votre prix, que nous sommes prêts pour en avoir une qui fonctionne. Allez-vous-en. Et prenez garde de ne pas activer mes mines. Évidemment. Je n'ai pas que ça à faire que d'en installer tous les 2 matins. N'a-t-il aucun moyen de vous convaincre? Non. Si je vis aussi loin de la vie, c'est que je n'ai pas envie que la vie vienne à moi. Partez. Il y a forcément quelque chose que nous pourrions faire pour vous. De quoi est-ce que vous pensez que j'ai besoin? On a toujours besoin de quelque chose. Nous avons de l'expérience, nous avons déjà voyagé, traversé des pays. Et si je peux me permettre, regardez bien que vous avez face à vous, nous sommes quand même hospitalier, un juge, un chroniqueur et un abattiste, et c'est peut-être individuellement nous ne pouvons pas accéder à ce dont vous avez besoin. Peut-être que nos clans ont peut-être quelque chose que vous souhaitez. Je n'aime pas traiter avec les cultes. La seule chose dont j'ai besoin, c'est la paix. Je ne vois pas ce que vous pourriez m'apporter. Sauf peut-être, à la limite, si vous auriez 1 ou 2 caisses d'explosifs en stock. Ils viennent à se faire rares par les temps qui courent. Je pense que ça doit être trouvable. Oui, je pense, ouais. Nous n'en avons pas sur nous, mais nous pouvons revenir avec. Très bien. C'est parfait. Mais du coup, 2 je- caisses, vous avez dit? 2 caisses. 2 Euh, seront largement suffisantes.
Vous Du coup, je commencerez me la lève. fabrication à la réception des explosifs. Laissez-moi la machine. Si j'ai du temps libre, je m'en occuperai. Hmm, Je savais que j'aurais pas dû faire affaire avec qui que ce soit. Plus on a de contacts et plus on vient nous emmerder. Nous en montrerons pas plus que Remettez-moi de ça. parler de moi à personne d'autre. C'est une promesse facilement tenable, c'est fait. Bien. J'aime les gens qui savent tenir leur langue. Bon, ben, allons-y. Très bien. Je me lève et sans cérémonie, on va partir. On va faire attention sur le chemin du retour aux explosifs, parce que ça serait con d'exploser maintenant. Mais voilà, de toute façon, je pense que les codes sociaux de dire au revoir pendant 5 minutes, ils s'en fichent un peu, donc allons-y. Je me Et lève là, et j'y vais. tu pars en courant. Yeah. Ah. Vous ne m'aurez pas. Non, non, non. Elle explose. Ouais. Non, je reste très prudent dans mes mouvements, hein. Je suis vraiment... Genre, à partir du moment où on retourne dans la salle, On repart on passe par exactement le même chemin qu'on avait pris à l'aller. Ah oui, 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 non, mais... Tu fais bien attention, parce que t'as quand même un fusil qui relie à un fil. Mais attention. Là-dessus, vous partez sans lui dire au revoir, sans qu'il ne vous dise au revoir. Comme tu dis, c'est pas trop le genre. Et vous vous retrouvez juste devant sa caverne, à l'extérieur, pas loin des chevaux que vous avez accrochés. Je m'attendais pas à ça. Ça aurait été plus facile de t'inspirer. Tu rigoles? Tu l'aurais fait Il tout t'aurait seul. Hein. détruit tellement rapidement. Vraiment, je te regarde faire, Jacquard. Va donc. À un moment, tu as un cerveau, il faudrait l'utiliser aussi. Allons, calmons-nous. Je suis même pas sûr que ton marteau puisse l'assommer. Ouais, je suis même pas sûr qu'il soit humain. Enfin, au bout d'un moment, remettez-vous en question. Bah, j'avoue que je n'ai jamais eu l'occasion de voir un spécimen humain de cette taille. Il m'est jamais arrivé d'en voir. C'est Ouais. très extrêmement rare. Puis, je sais pas, vu son côté connaissance, etc., je m'attendais à un personnage plus raffiné, plus... Alors, je m'attendais à quelque chose d'associal, mais Il serait pas à pas de cette chez vous, montagne. ça? Il serait pas de chez vous, par hasard? Avec sa voix un peu trafiquée? Ça serait Vous quelque savez, chose, hein. Vous savez que, en tout cas, traditionnellement, les ours des cavernes, comme lui, sont censés être des ferrailleurs, mais bon, qui sait quels sont les secrets que cache ce personnage. Écoute, Dans tous les cas, vous avez Lilith qui, elle, participe aussi à la discussion. En tout cas, il était surarmé. Si jamais vous Oui. vouliez lui mettre une balle entre les deux yeux, comme vous en parliez tout à l'heure, on pourrait... sans dire que c'est ce qu'il faudrait faire, évidemment, mais en tout cas, il y a plein d'armes. J'en ai vu absolument partout chez lui. Et même juste à côté, il avait un râtelier. Je sais pas si vous l'avez aperçu à cause de la pénombre, mais... Dites donc, il en a des munitions et des gros calibres. Il y a de quoi faire une milice. en tout cas, c'est pas le but de notre visite. Bon, et puis, Maintenant, on va obtenir ce qu'on veut. C'est-à-dire que... C'est à la base, je rappelle que au tout début, avant que vous parliez de le torturer ou je ne sais quoi, parce que vous avez décidé de péter un câble, à la base, on était même parti du principe que cette conversation ne mènerait à rien et que c'était qu'un premier contact et qu'il nous faudrait beaucoup plus de temps pour réussir à négocier. Il a déjà dit oui. À partir de là, c'est ça. Maintenant, il faut trouver les explosifs. ouais, et ça tombe bien parce qu'en ce moment, on n'a pas du tout de problème en termes d'argent, donc ça va vraiment être très efficace et très rapide à faire, mais on est là pour ça, hein, de toute façon. Il va bien réussir à s'en sortir un peu de toutes ces histoires avec Hamza, avec la Clair. machine. C'est vrai.
Bon, Bien, on y va du coup. bah Je oui, pense hein, qu'il faut avancer. je pense qu'on a tout fait ici. On rentre. Très bien. Vous vous mettez donc en route vers Bayonne. Vous vous enfoncez à nouveau au sein même du marais. Vous reprenez la route du chemin brûlé. Et vous repartez, entendant que le vombrissement des moustiques et le bruit des sabots de vos chevaux heurter la terre humide qui constitue le sol. Vous entendez de temps en temps le bruit d'un courant serpenter à travers les marais. Vous ne voyez que des arbres sombres, différentes plantes, et tout ce qui distingue particulièrement les biomes marécageux. Vous sentez l'odeur de la vase, et vous sentez une certaine chaleur être emprisonnée au sein même de ce marais, sous ces arbres, sous ces feuillages. Il fait humide mais chaud. En même temps, la période est à la chaleur. De quoi est-ce que vous discutez durant votre trajet jusqu'à Bayonne? Hmm. Dites-moi, est-ce que vous avez l'espoir que Mokosh s'en tire ou pas du tout? Non, elle est crevée. Oui, j'ai déjà été clair sur ce que je pensais de la médecine de ces gens-là. Ça ne vaut rien et ils l'utilisent comme point de pression sur notre groupe. Et toi, Flux? Ok. Alors, on verra bien. J'espère que vous avez tort. Qu'est-ce qu'on va faire au fait, au juste? À Bayonne? J'en perds la mémoire. Nous nous rendons à Bayonne pour recruter des anabaptistes pour la sacristie rouge, principalement de mon côté. En revenir avec des vivres, de l'équipement, de quoi redonner du poil de la bête à mon culte, à moi, Mokosh et Lilith. Et nous préparer à l'avenir. Ok. Quand vous dites que Mokosh est morte, vous le pensez vraiment? Je pense Les qu'ils- Anibiens sont magiques. Ils sont capables de plein de choses, de miracles. Bien plus que n'importe quel hospitalier ou juge. Je fais. Écoute, j'ai envie d'y croire. Sinon, ça voudrait dire qu'elle est morte par ma faute. Si elle meurt, elle a toujours vécu dans cette façon de voir les choses. Et elle a toujours su qu'il y avait de fortes chances qu'elle meure au combat. Ça, c'était une certitude. Donc, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, malheureusement, ce qui peut arriver, de toute façon, devait arriver un jour ou l'autre. N'en prends pas l'entière responsabilité. Elle est morte dans un combat qui aurait pu être évité si je n'avais pas été emporté par mes ardeurs. Est-ce que tu sais dans combien de combats qui auraient pu être évités, Mokosh s'est déjà jeté tête la première? Beaucoup. Déjà, quand elle avait ton âge, c'était la même affaire. Elle aurait pu mourir à cette époque-là, déjà. Tu vois qu'elle sourit, mais Flux qui toi te trouve de l'autre côté.
qui ne peut pas t'empêcher de voir une larme couler le long de sa joue, qui est l'issue timidement d'un revers de l'épaule, sans trop l'assumer. De toute façon, on verra bien. On verra bien. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je mettrai moi-même une balle dans la tête de tous les fléaux de cette ville. On va attendre un petit peu alors. Ça se joue, hein. Bon, allons voir Toulon. Enfin, Bayonne, je veux dire. J'aurais peut-être des camarades hospitaliers. Vous devriez y arriver pour la nuit, normalement. À cheval, le trajet Toulon-Bayonne met environ une journée. Mhm. Et en effet, alors que le soleil commence à décliner, vous voyez au loin, au détour d'un virage, la ville apparaître. L'espèce de petit ponton qui reliait cette dernière. Vous êtes donc sur le chemin brûlé, et vous arrivez jusqu'au niveau des écuries qui donnent sur le pont, reliant la ville. Au loin, vous voyez la silhouette de l'imposante structure néo-libyenne qui s'était embourbée dans le marais. Pour vous rappeler l'historique de la ville, vous savez, ces espèces d'énormes forteresses sur roues qui sont déployées par les néo-libyens et les fléaux pour mener la guerre. L'une d'entre elles s'est embourbée dans les marais. Ils ont décidé de l'abandonner là, de la planquer. Se sont enfuis. Et cette dernière s'est perdue durant plusieurs années jusqu'à ce que la nuée du Scarocante ne mette la main dessus. Alors que vous arrivez au niveau de l'entrée, on vous fouille. Est-ce que vous vous laissez faire? Oui. Oui. On vous laisse rentrer. Il commence à se faire tard, vous êtes assez fatigué de votre journée, même si bon, vous avez pas marché plus que ça, c'est quand même éprouvant. Qu'est-ce que vous faites? Je suppose qu'on va essayer de trouver un endroit pour dormir. Est-ce que Oui, il les doit y taux... avoir une petite autre chose du genre, une taverne qui fait aussi foyer, ce genre de choses. En effet. Vous vous arrêtez donc au niveau de l'une de ces tavernes. La ville est assez petite, hein, honnêtement. Vous voyez qu'ils sont pas si mal lotis que ça. Vous avez beaucoup de bûcherons, de cueilleurs, d'habitants de Franca. Vous reconnaissez, maintenant que vous commencez à les voir un petit peu au loin, quelques membres de la Résistance qui sont aussi assis au niveau de l'une des tables lorsque vous rentrez dans le bâtiment où vous avez décidé de passer la nuit. Au loin, vous avez aussi des pêcheurs qui viennent déposer leurs différentes prises du jour, puisque vous savez que c'est une ville qui possède aussi de nombreux bateaux, notamment pour pouvoir faire la traversée jusqu'à Montpellier. Si vous regardez la carte, vous voyez qu'il n'y a pas de chemin physique direct. Il faut forcément serpenter avec une barque à travers les marais. Pour ça, vous faites appel à des passeurs, à des guides. Je profite une fois on s'est assis, si jamais on se pose dans un endroit pour se restaurer et voir dormir. Je profite de poser la question au tenancier ou à la tenancière des lieux. Savoir si ici à Bayonne, il y a des hospitaliers ou pas du tout. Alors, tu parles au tenancier et tu vois qu'il te dit... Alors, oui, on en a de temps en temps. Ça nous arrive de faire affaire avec ces derniers. Mais c'est plus le Scarocante qui s'occupe de ça. Je crois qu'il leur envoie des ressources. Si on en croit la rumeur. Ok. Donc il n'y a pas de lieu ici à Bayonne où
siège Ah non, par des contre, hospitaliers. vous avez pas d'entrée ici, non. Mais de temps en temps, on en a un ou deux de passage. D'accord, ok. Je vous remercie. Oh, pas de quoi, hein. Pourquoi vous cherchez des amis à vous? Non, mais c'est vrai que en tant qu'hospitalier, nous avons souvent l'habitude d'essayer de prendre des nouvelles les uns les autres. Je sais que nombreux sont ceux qui voyagent, comme vous le dites, et ça nous permet de prendre des nouvelles des camarades et de savoir s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je fais. Hmm. En tout cas, si jamais vous connaissez un petit peu les histoires d'hospitaliers, vous avez probablement entendu parler de Thorakil, Dites-moi plus. l'hospitalier Thorak Kill. Ça ne vous dit rien? Thorac Kill. Et que dit-on sur ce Thorac Kill? Je suis curieux Eh bien, d'en on dit savoir plein un de peu plus. choses. On dit notamment qu'il souffre d'hypercapillarité. C'est le comble pour un hospitalier de souffrir d'une telle maladie, vous ne trouvez pas? Non, Ses c'est- cheveux poussent et lui tombent jusque dans le bas du dos. Sa barbe mesure plus d'1 mètre. Et il a une espèce d'obsession malsaine pour les cadavres. En tout cas, si jamais vous souhaitez le voir à l'œuvre, n'hésitez pas. La pièce aura lieu ce soir à partir de 23h. Eh bien, je serais curieux de regarder cela, ma foi. Vous m'en dites. C'est ici même? Oui, ici même. Écoutez, mais je vais rester, effectivement. Thorac Kill. Hmm. Vous allez vous installer au niveau de vos tables, vous commandez quelques plats, et en effet, une fois que la soirée commence à s'installer, vous entendez de la musique qui commence à se lancer. Puis une voix qui porte. Les gens se taisent, même si vous avez toujours un brouhaha, une espèce d'ambiance installée. Mes amis, bonsoir. Je me présente. Blanchard. Je suis le chef de la troupe que vous allez pouvoir... dont vous allez pouvoir admirer les histoires. Et ce soir, nous allons vous conter les aventures de Thorak Kill, l'hospitalier, qui a 2-3 particularités et se trouve sans cesse piégé dans différentes situations ironiques. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi accompagné de son fidèle compagnon, le juge Joker, qui aime raconter différentes blagues et n'hésite pas à faire des pirouettes scénaristiques. Vous allez voir, son sidekick est au moins aussi iconique. Toute cette histoire prend place au sein de la forteresse alpine. Oui, les gens ont l'air captivés. Moi, j'ai un sourire en coin. Hein. Franchement, j'ai un œil pour Jacquard. Ouais. Et j'ai un sourire en coin. À ce moment-là, vous voyez un gars de la nuée que vous avez peut-être déjà vu auparavant. Avec des cheveux, une espèce de perruque ridicule. Et une espèce de vieux costume qui ressemble parodier la tenue d'hospitalier. Les gens rigolent bien en le voyant approcher d'ailleurs. Et il parle avec une voix un petit peu nasillarde. Il dit un truc du genre je me demande quel village je vais bien pouvoir brûler aujourd'hui. Et à ce moment-là, son fidèle acolyte, qui lui est un gars relativement petit avec un grand chapeau, trop grand pour lui, mais relativement vieux et rapiécé, qui lui dit oh, tu as raison, mon cher Thorak, ça va être le feu. Certaines des personnes dans la salle rigolent. Je me demande où se trouve notre compère Molloche. Encore en train de tirer aux flancs, je parie. Oui, je crois qu'elle est actuellement occupée avec le chroniqueur. Il doit avoir quelques problèmes.
Et à ce moment-là, sortant un petit peu d'une espèce d'ouverture à l'arrière, la sortie des artistes, apparaît celle que vous reconnaissez comme étant Klaus, de la Nuée des Corneilles, dans le rôle de Mokosh, qui n'a à peu près rien pour coller avec ce dernier. Ah, on te voit enfin, Moloch, qu'est-ce que tu fais? Ah, désolé, j'étais occupé avec Effluve. Et là-dessus, vous avez toute une espèce de pièce qui commence à se mettre en place. Avec quelques petites blagues ici et là, de plus ou moins bon goût, honnêtement. Un humour quand même assez potache. Vous comprenez qu'ils sous-entendent qu'à peu près tout le monde couche avec tout le monde. Et ils vont finir simplement par être pris dans des histoires avec les différents membres de la forteresse alpine, qui sont eux joués par des gens avec des seaux troués sur la tête pour représenter les armures. C'est génial. Moi, je me lève littéralement, j'applaudis, je fais Torah kill, Torah kill, Torah kill, Torah kill, Torah kill. Vous avez évidemment plein de jeux de mots sur les noms. Vous avez notamment Lito qui est parodié comme étant un vieillard pervers. Qui ici se prénomme Létron. Létron le Fureur. Le Fureur Létron. C'est une des blagues qui fait le plus rire les gens. Notamment parce qu'il confond les sauts à merde des différents helvétiques avec leurs armures lorsqu'ils doivent se faire passer pour l'un d'entre eux et infiltrer la dernière forteresse. Il y a quand même aussi une scène un petit peu dérangeante où ces derniers torturent un Géa méthane qu'ils ont capturé. Ils l'attachent à un poteau et il y a une longue scène où ils lui retirent différentes parties du corps les unes après les autres. La pièce se finira vers la fin de la soirée. Vous êtes là en train de manger un petit peu, voilà, vous êtes tranquille. Avec une scène ridicule où Létron court à moitié nu au sein de la pièce, montrant son postérieur à tous les gens ici présents, et où il finira par avouer à Moll Loche qu'il est en réalité son père, au moment où cette dernière lui montre ses seins en espérant le séduire. Il est obligé malheureusement de lui avouer la vérité. Une fois que cette dernière est terminée, vous avez quand même comme un arrière-goût amer dans la bouche. Les gens ont l'air d'avoir rigolé, mais honnêtement, c'était un peu merdique. Certains l'ont pris plus à la rigolade que d'autres peut-être. Lilith, elle, ne semble pas avoir fait le lien entre les différents personnages et le reste du groupe. Moi, clairement, j'ai pris ça au second degré et j'ai bien rigolé. Vous avez le vieux qui jouait le rôle de Lito, qui, une fois la pièce terminée et que les gens voilà, commencent à repartir, fait le tour avec le fameux seau à merde dont il avait dans la pièce, mais bon, évidemment, qui en réalité est vide, simplement pour récolter des pièces et des lettres de change et des dinars auprès des différents membres de l'établissement, et qui finit par arriver au niveau de votre table. Est-ce que vous lui donnez quoi que ce soit? Je le regarde et je dis tout ça pour nous, mais fallait pas. Hein, quoi? Lui, vous l'avez Tout jamais ça vu, pour donc nous le recruter sur place, il vous connaît pas. Hein. Ouais. Allez, je lui balance une pièce de... Enfin, genre 5 litres de change. Oh. Ah, merci beaucoup. Moi, je crache dans le sou. Ah, c'est pas ma faute si vous avez pas aimé. Hein. Arrête, Joker. Arrête, c'est pas gentil. C'est pas drôle. De l'autre côté, vous voyez d'ailleurs, il y a d'autres membres de la nuée qui font la même chose, qui passent avec les seaux pour récupérer un peu d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Je propose qu'on crame la roulotte. Non, mais
Honnêtement, là, je pense qu'il est un peu tard. Avec tout le trajet qu'on a fait, limite, Ah, mais bon. autant aller se coucher. T'es en train de griller notre couverture, là. Tout le monde est au courant. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais personne, même regarde Lilith, elle a même pas fait rapprochement avec nous, alors qu'elle est avec nous, elle est avec nous tout le temps. Et lui qui était en face de nous, il nous a même pas. Tu crois que je ressemble à ce chevelu avec la barbe là? Et tu crois que je brûle des villages, moi? Ah non, pas du tout. C'est toi, Flux, t'étais pas là. Bon, C'est vrai qu'il y avait aucun témoin. personne n'est là. Personne Personne n'était là. n'était là. Donc en soi, j'ai dit, moi, tu crois que je brûle des villages? Non, alors. Non, Oh, pas le culot de Toric de dire ça, c'est au fond de lui, il sait. Oui, mais c'est pas moi qui ai brûlé. Quoi qu'il en soit. Je n'étais pas la personne qui a mis le feu. On est passé de c'est pas moi qui ai brûlé à c'est pas moi qui ai mis le feu. Ouais. On va commencer. Merde, Ce n'est pas moi j'ai qui donné- ai la torche. Je n'ai donné qu'une indication. Chut, tu vas trop loin. Tais-toi, tu t'enfonces. Non mais là, Nous, là on c'est à te vous que je croyait parle, innocent. Non, c'est on pas te croyait Toric innocent, qui... C'est pas Toric qui Non, parle, non. là. C'est Oui, bah tu Gossed. t'enfonces quand même. Oh, mais oh, hein. Mais dans ce cas-là, je peux me permettre de faire. Je suis pas sûr. Oui, t'as pas là, jamais ça va. crevé, C'est Non, vrai, non. mais là, le cas présent, personne n'est là. Et bientôt, il y en a peut-être la seule personne qui savait, qui avait des doutes, va mourir. Donc, Toric 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 qui se T'es casse censé être quoi un bon personnage. C'est Mais ça, non, mais c'est là, ça la vérité c'est derrière Goss- Toric. non, mais ça, c'est Gossed qui parle, c'est pas Toric. Oui, bah, Gossed met plus de Toric dans ta vie. Hein. Attends, Quel monstre. même le propriétaire de Mokosh n'a aucun scrupule à voir Mokosh mourir. Alors bon, Oh, bah, elle mérite. Hein. voilà. Donc bon, j'ai pas de. Voilà. Mais arrêtez. Bon, mais bon, stop. allons-y. Eh ben, je le- Alors, la- Flux va se coucher. Flux va se Ouais, coucher. voilà. Trouvons des chambres séparées de préférence pour éviter qu'on couche tous ensemble et voilà. Voilà. Faut pas Je créer suis une clim, d'accord. La même. Non, il faut aller se coucher. On est tous fatigués. On a besoin d'être enfant pour demain. J'ai réduit le prix des chambres et des repas de votre, enfin de voilà. Ah, tu as des dit, tu as minéraux. tout enlevé. Ok. Toi, Flux, au moment où les chambres sont à l'étage en fait, un petit peu comme à la manière d'un saloon. Vous avez un escalier qui donne, sur une espèce de mezzanine, qui elle-même donne sur différentes portes qui donnent du coup sur les fameuses chambres. Au moment où tu arrives au niveau de l'escalier, t'es la dernière personne à monter. T'entends un gars à côté qui est assis à une des tables se plaindre. En fait, il se touche frénétiquement un peu partout, ses poches notamment. Et il dit bah merde, on m'a volé ma bourse. Enfoiré de pickpocket. Et là-dessus, bon, voilà, ça t'intrigue pas plus que ça. Tu montes les escaliers et tu vas Ouais, rejoindre. mais ce que je veux, c'est que c'est juste me tâter. Ouais, quand j'arrive. Parce qu'en vrai, il y a eu un spectacle qui attire bien l'attention, il y a des apocalyptiques. Toi, tu regardes, c'est bon. Ça tâte. Ton armure est relativement bien. Oui, mais j'ai quand même des items, putain. Des objets précieux Oui, c'est vrai. sur Bien sûr. moi. J'ai des Du coup, je items. préfère virer. Ouais, j'ai des items précieux qui permettent de faire des bonus plus 1 sur mes boules de feu, donc je vais quand même vérifier que tout est là. Vous arrivez donc au niveau de l'étage, où vous découvrez vos petites pioles. Elles sont vraiment très petites. Elles sont chacune constituées d'un vieux meuble en bois. Certains ont la chance de récupérer la moitié d'une armoire, tandis que d'autres ont 3 planches empilées les unes sur les autres, qui servent à déposer vos quelques affaires. Puis un espèce de lit avec un matelas en paille, et une grosse couverture qui gratte dans laquelle vous pouvez vous enrouler. Autrement dit, le grand luxe. Vous avez connu bien pire. Vous sentez au niveau du sol la chaleur de la grande cheminée qui elle-même servait donc de faire valoir à la grande pièce. Ce qui vous indique que vous allez passer une bonne nuit. Malheureusement pour toi, Jacquard, au moment où tu es rentré dans ta chambre, tu as réalisé que la fenêtre était mal fermée
Et tu vas te retrouver avec une bonne dizaine de moustiques sur les murs, que tu vas éclater avec ta main en fer avant de dormir. Et Lito, jusqu'à 1h du matin, de temps en temps, t'entendras de grands coups contre le mur à côté de ta chambre. Est-ce que vous laissez une chambre juste pour Lilith, ou est-ce qu'elle dort avec quelqu'un, quitte à avoir une espèce de petit matelas à part au sol, hein? Oh, je pense qu'elle a une chambre. C'est quelqu'un d'indépendant. Très bien. Là-dessus, vous vous endormez. Vous dormez et vous vous mettez à rêver. À rêver de votre périple et un petit peu toutes les choses qui se passent en ce moment. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il fait lourd? Est-ce que c'est à cause du bruit, à cause des coups contre le mur ou à cause des moustiques? Vous n'allez pas très bien dormir et tous les quatre faire des cauchemars dans lesquels vous allez voir une grande créature ancienne enfouie dans le... Non, je rigole. Non. Des cauchemars plutôt basiques qui vont vous mettre simplement dans des situations où vous allez échouer quelque chose. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je vais chacun vous demander de me raconter votre cauchemar. Il y en a une chose est sûre, alors que quand vous vous réveillerez le lendemain matin, vous aurez en tête un élément particulier de votre vie que vous souhaitez progresser. Alors est-ce que c'est parce que dans votre cauchemar vous faisiez casser la gueule et vous vous dites au réveil faut que je me remette à faire 40 pompes tous les jours afin d'être plus musclé? Est-ce que vous vous rendez compte dans, je sais pas, à l'intérieur de ce dernier que vous essayez de convaincre Hamza Boubacar III de quelque chose et que ce dernier ne vous croit pas, alors vous vous dites il faut que je parle plus avec les gens et que je m'améliore, que j'apprenne à négocier avec ces derniers? Je ne sais pas. À vous de me dire. Dès que quelqu'un a une petite idée de cauchemar, qu'il ou elle... Moi, c'est tout trouvé finalement. Mhm. En fait, mon cauchemar commence finalement bien, on va dire, puisque je me retrouve face à l'entrée du palais de Hamza. On me fait emmener dans la salle justement où j'étais allé le voir la dernière fois. Sauf que très vite, les choses commencent un peu à tourner dans le mauvais sens, puisque des fléaux viennent en gros se placer tout autour de moi. Et bientôt, on amène en gros un espèce de petit petit chariot où est posé du coup un espèce de truc que je ne peux pas décrire. Et Hamza Doric Cole, vous êtes jugé, vous et vos amis, coupables. Vous avez menti sur les prétentions fomenteuses de coup d'état de Bayou. Nous avons les preuves. Et je vois que il y a cette espèce de truc bizarre qui s'ouvre et je vois Mokosh qui est vivante et ils te disent ceci n'est pas d'une Podimute, elle est morte. Et là je crie non, elle est pas morte. Il lui tranche la gorge. Je crie non. Et d'ailleurs, regardez, vos amis aussi. Et là, je vois Flux pendu, Jacquard écartelé, Lito éventré, et même la Lilith juste avec sa tête sur une pique. Et c'est à vous maintenant de subir le courroux de Hamza. Et là, du coup, en gros, il m'enlève tous mes habits, je suis complètement nu. Et ils viennent me mettre de la poix sur tout le corps. Et on me fait emmener au niveau d'un grand fagot de bois, un truc immense de bois, où on me jette. Et Bayou, en gros, arrive avec une
une torche à la main, me fait un grand sourire et me dit ça vous apprendra à vouloir faire que les choses n'aillent pas dans mon sens. Et il jette la torche et je brûle. Et c'est le moment où je me réveille, au moment où je suis en train de cramer. Transpirant, haletant. Génial. Ok. Qui d'autre? Jacquard, lui, il va rêver, ou plutôt cauchemarder d'abord le fait qu'il va être à l'intérieur de justicienne, plus particulièrement dans la caserne qui est la sienne, dans la grande salle qui sert de tribunal et de cour où sont jugés donc les criminels. Et donc au milieu de cette salle, il va se mettre à abondamment saigner du torse, en fait. Il va avoir une énorme hémorragie qui va se mettre vraiment à tellement saigner que l'entièreté du sol de la salle va commencer à devenir rouge écarlate. Et tout simplement, tout va brûler autour de lui. Tout. Justicienne, les palais de juges, les casernes, les habitations, jusqu'à devenir un grand champ de ruines dans lequel il est agenouillé, seul, puis il se réveille. Ok. Voilà. Côté de Flux, nous sommes tous les quatre dans un rendez-vous, un petit tête-à-tête avec le roi des gueux. Ce dernier, voilà, après de longs échanges, finit par tout simplement accepter une espèce d'alliance avec nous. Et un peu à mon habitude, face à ce genre de profil, c'est moi qui mène la conversation. Et tout à coup, sans que j'y prête vraiment attention, ma perception étant occupée ailleurs, je vois Jacquard et Lito armés se jeter sur le roi des gueux et tout simplement l'éventrer, l'attaquer, le ruer de coups. Je vois Jacquard écraser le crâne du roi des gueux et je suis tellement impuissant face à ça. Et j'arrive pas à les arrêter. Et au point où même Torik finit par s'y mettre. Et je suis juste en fait impuissant face au reste du groupe qui explose totalement le roi des gueux. Et c'est juste en fait ce sentiment d'impuissance qui va rester sur tout le reste, où je vais juste de très très longues minutes qui durera la majorité du rêve, où je vais juste voir quelqu'un se faire massacrer et voir chacun de ses membres être écrasé, découpé jusqu'au bout, parce que c'est un acte de barbarie et énormément sadique. Et voilà, je vais juste n'avoir aucun contrôle, être dans une incapacité totale de réagir et de contrôler ce qui se passe. Parfait. Je tiens à préciser, mais je note ces derniers. Je sais pas si ça servira un jour, mais c'est rigolo. De ton côté, vas-y, Lito. Alors, du côté de Lito, lui, son cauchemar va consister principalement en lui sur les ruines d'un champ de bataille. Ce sont les ruines des champs de bataille dans lesquels il a élevé autrefois les Mokosh dans ses jeunes années.
quand il l'avait formé à devenir anabaptiste dans l'action. Et il aura face à lui une petite fille. Difficile de savoir vraiment de qui il s'agit. C'est ce genre de visage qu'il y a dans les rêves où on ne sait pas vraiment à qui ça correspond, mais notre esprit nous traduit qu'il s'agit un coup de Mokosh, un coup de Lilith. Et il discute avec elle, il essaye de la former, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'arrive pas à établir une connexion avec cette petite fille. Il n'arrive pas à lui enseigner avec justesse tout ce qu'il voudrait lui enseigner. En réalité, elle comprend les choses à chaque fois de travers. Elle va dans les extrêmes où elle ignore certaines leçons. Rien ne fonctionne et plus ça avance, plus il a la certitude en fait que cette petite fille à qui il parle, elle est déjà morte. Et qu'elle aussi, elle va former d'autres enfants qui vont mourir aussi vite, encore et encore. Et qu'au final, par son échec, il a juste lancé une lignée d'incapables, on va dire, mais pas d'une manière haineuse, le terme incapable, juste de... C'est sa faute, quoi. Si ces gens ont été ratés, et que c'est une lignée de morts-vivants à laquelle il a donné naissance. Et ce n'est pas le genre de cauchemar dont on se réveille en sursautant ou ce genre de choses. Il va faire sa nuit complète, dans ce rêve comme ça, encore à l'infini, encore et encore. Et au réveil, il ne sera pas agité ou ce genre de choses, seulement le genre de rêve dont on se réveille avec la gorge extrêmement serrée et le cœur lourd. Voilà, le genre de cauchemar qui nous gâche le reste de la journée et peut-être même de la semaine. Je vois. Je vais à mon tour vous raconter une histoire, afin de clore cette partie. Cette histoire se passe également dans le passé, mais pas aussi loin. Elle a lieu le matin de votre départ. Peut-être 1 à 2 heures après. On se trouve actuellement dans le quartier de Cour-Argent, à Toulon. Où déambulent une dizaine de fléaux. Ces derniers semblent marcher en formation de manière très droite et ordonnée, et entourent un bâtiment. Leur chef, Ayoubou le limier, ouvre la porte du portail et pénètre au sein de la petite cour, suivi directement par plusieurs de ces hommes qui d'un coup violent vont enfoncer la porte d'entrée. Ils font quelques pas au sein de ce qui semble être une relativement luxueuse demeure de Toulon et remarquent tout de suite le sang frais au sol. Ils montent le long des escaliers, suivent les traînées de sang et tombent sur plusieurs cadavres. Des serviteurs à qui on a tranché la gorge. À ce moment-là, certains des fléaux, se posant au niveau des corps de ces derniers, faisant appel à différents Anubiens qui se trouvent également avec eux, déduisent de l'espèce d'épaisse bave sortant de la bouche de ces hommes qu'ils ont également été empoisonnés ou au moins drogués. Dans tous les cas, ils se dirigent en direction de la pièce principale de cette maison. L'enfonce également et découvre ce qui semble être un grand bureau avec de gigantesques bibliothèques et une énorme baie vitrée. Le tout entièrement vide. Vide, pas dans le sens ameubler, il y a des livres dans les bibliothèques,
Il y a du papier sur le bureau. Il y a des chaises. Mais personne. Pas âme qui vive. Plus tard, le limier se trouve au centre du bâtiment et est rejoint de part en part par différents fléaux qui leur font tous le même signe de la tête. Un nom. Il semblerait que leur cible ait été avertie et qu'elle ait pris les devants. Plus loin, loin dans les marais, au même moment, une charrette s'embourbe dans la boue. Elle est tirée par un homme vêtu d'un grand manteau. Et tirée par un âne. Après quelques coups sur ce dernier, et après avoir déblayé légèrement la roue de la charrette embourbée, cette dernière se remet en route. Jusqu'à atteindre un endroit que vous connaissez déjà. La maison de la vieille Cornelia Heisenberg, dite l'empoisonneuse, que vous aviez éliminée. L'homme s'arrête juste devant et saute de sa charrette. En retirant sa capuche, il laisse le tatouage de serpent apparaître sur son visage. Il s'agit bien évidemment de Bayou. Il ouvre la porte et dévoile la petite pièce où résidait l'empoisonneuse. Il déblaye, donne quelques coups pour faire s'envoler la poussière, récupère 2-3 objets installés ici et là sur les meubles et les jette dehors parce qu'ils ne les intéressent pas. Un vieux livre anabaptiste finira également dans la cheminée. Puis se dirige au niveau de la charrette pour récupérer quelques affaires à lui qu'il va disposer. Et enfin, il décide de retirer l'espèce d'énorme toile qui protégeait la charrette. Celle qui permet d'éviter que les cargaisons ne partent ou qu'on essaie de nous les voler ou simplement qu'elles soient abîmées par la pluie. Et sous cette dernière, au milieu de toutes ces affaires qu'il avait à disposer ici et là, se trouve une espèce d'amas de chair énorme. Des morceaux de peau recousus les uns sur les autres, faisant environ 1m85, 1m95 d'envergure, enfin de longueur. Comme un gros sac à patates à l'intérieur duquel on aurait enfermé un corps. Il s'en saisit et la tire à bout de bras jusqu'à l'intérieur de la maison. Il s'agit évidemment de la peau des mutes. Contre cette dernière, il pose sa main. Et au loin, comme un écho perdu dans une espèce de néant et d'abysse, il entend résonner un cœur qui bat.